L'année 2018 fut une année particulièrement éprouvante pour notre pays avec la multiplication des attaques terroristes sur le territoire national. Il est de mon devoir, au nom du conseil d'administration, au nom du personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale, de renouveler nos condoléances à l'ensemble des familles éprouvées. Notre soutien indéfectible au président du Faso et au gouvernement pour le travail qui est fait pour renforcer la sécurité de nos populations et de notre pays. De la même façon que notre pays a fait preuve de résilience face à ces phénomènes d'un genre nouveau, au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, des initiatives ont su être développées lui permettant d'accomplir au mieux les différentes tâches qui lui sont assignées. D'une manière générale, nous pouvons dire que les résultats obtenus au cours de 2018 sont fort encourageants. C'est l'occasion pour moi de présenter à l'ensemble du personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale et à tous ses partenaires toutes mes félicitations pour le résultat atteint. Pour 2019, nous continuerons à œuvrer pour accroître nos performances. Des réformes courageuses seront entreprises pour renforcer la Caisse nationale de sécurité sociale à travers ses différentes missions. À l'orée de cette nouvelle année, je voudrais, au nom du conseil d'administration et au nom du personnel, présenter mes vœux les meilleurs à l'ensemble du peuple du Burkina Faso. Ces vœux s'adressent tout particulièrement à l'ensemble des employeurs qui n'ont de cesse de développer des initiatives pour se mettre en règle vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il s'adresse également à l'ensemble de nos partenaires sociaux. Et nous n'oublions pas naturellement les assurés sociaux qui sont la raison d'être de notre existence. Nous souhaitons que l'année 2019 soit une année de paix, une année de santé, une année de progrès partagé pour la Caisse nationale de sécurité sociale et pour le Burkina Faso. Je vous remercie. Bonne et heureuse année 2019. La Caisse nationale de sécurité sociale, les vertus de la solidarité. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. Le président du Faso vient de s'adresser à la nation burkinabé à l'occasion du Nouvel An. Ce plateau spécial est dressé pour permettre à des éditorialistes de la presse nationale de l'analyser et de réagir à chaud. Pour ce décryptage du message du président du Faso, je suis en compagnie de Dieudonné Zunkrana de Aujourd'hui au Faso. Bonsoir. Bonsoir, Seyon. Bourema Ouedraogo du journal Le Reporter est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Seyon. Merci en tout cas de votre disponibilité. Alors, vous avez suivi ce message du président du Faso à l'occasion donc du Nouvel An. Alors, que retenez-vous d'essentiel de ce message du président du Faso? Oui, alors, Bourema. Oui, je retiens que effectivement, c'est un discours qui malheureusement, comme les autres discours des années précédentes, je m'attendais effectivement à un cachet particulier au regard du contexte global. C'est vrai que le président a évoqué l'ensemble des situations face auxquelles notre pays est confronté aujourd'hui, notamment la question de la sécurité, la question de la fraude sociale, mais également aussi tous les problèmes liés effectivement au contexte socio-économique national. Au niveau de la sécurité, effectivement, on note que c'est toujours le même discours de compassion, de soutien aux forces de défense et de sécurité, de félicitations aussi, mais aussi, comme on appelle, annoncer effectivement une accélération, je retiens ça, qu'il a annoncé l'accélération des réformes des forces de défense et de sécurité, du secteur de la sécurité de façon globale, pour que effectivement nos forces de défense et de sécurité
puisse être beaucoup plus opérationnel face aux questions du terrorisme. Il a également aussi annoncé et évoqué la question aussi au niveau de la fronde sociale en évoquant les revendications. Alors, on va rester sur la question de la sécurité pour écouter Dieudonné Zungourana sur ce point. Que retenez-vous? On a vu alors cette annonce, même si ça avait déjà été dit peut-être en Conseil des ministres, l'état d'urgence qui a été instauré dans certaines régions du Burkina et certaines provinces également. Oui, l'état d'urgence, c'est vrai que les Burkinabés ne sont pas souvent, mais c'est une mesure quand il y a péril en la demeure qui permet au président du Faso, je crois au préfet, au ministre de l'administration de prendre des mesures exceptionnelles pour régenter en tout cas le territoire sur lequel il a droit. Donc je retiens que face aux urgences sécuritaires, le chef de l'État s'est adossé à l'article 58 de la Constitution qui demande... Hein? 158 qui demande à être vu parce que quand on lit l'article 158, bon, on parle d'état d'urgence et d'état de siège, mais il s'est adossé à cet article 158 pour décréter l'état d'urgence qui permettra en tout cas aux forces de l'ordre d'élargir la légalité républicaine, plus de prérogatives en tout cas sur ces 7 régions-là, afin quand même à tout le moins de juguler le terrorisme là, mais au moins de le circonscrire. Bon, donc ça déjà, je pense que c'est une mesure dont on n'est pas, auquel on n'est pas habitué, mais qui a foi partout. Si vous prenez par exemple le Nigeria, il y a des états d'urgence qu'on décrète par exemple dans des états comme Maïdougouri, le fief de Boko Haram, Damasak, Damaturu. Donc je pense que, je pense même déjà que cette mesure est tard venue. Elle aurait dû venir même avant. Ça a été réclamé. Voilà, ça a été réclamé. Une certaine opinion par l'opposition. C'est tard venu, mais il n'est jamais trop tard dans le cas d'espèce parce que ça permettra quand même de limiter les dégâts. D'accord, oui, Bourema. Je voudrais dire si l'état d'urgence, effectivement, c'est une mesure qui a été annoncée depuis ce matin en Conseil des ministres. Le président, effectivement, est revenu dans son discours en précisant que ça prend effet à compter du 1er janvier 2019. Dans quelques heures. Donc, dans quelques heures. C'est ça. Mais en réalité aussi, il faut qu'on aille au-delà du fait de décréter l'état d'urgence. Parce que c'est sous couvre-feu, il vous souvient, que la gendarmerie de Djubo a été attaquée. Donc l'état d'urgence en lui-même n'est pas un élément suffisant, mais il faut effectivement qu'il y ait une application stricte des mesures exceptionnelles qui seront déployées effectivement pour faire avancer, en tout cas pour faire en sorte que ce ne soit pas une mesure juste pour faire plaisir parce que les gens l'ont demandé depuis longtemps. Parce que si il vous souviendra, bon, moi je vois si les réseaux sociaux ont fait la publicité du général Djibril Bassolé parce qu'il l'avait réclamé depuis... Non, c'est une bonne publicité pour le général Bassolé parce qu'on dit qu'il a eu raison très tôt. Il avait demandé effectivement que dans une déclaration qu'il avait fait parvenir à la presse, ou bien c'est non, c'était voilà, une interview. Une interview de chez toi, qu'il avait déjà réclamé l'instauration de l'état d'urgence dans les régions agressées. Oui. Donc, du coup, effectivement, il faut tirer, peut-être aussi, c'est l'occasion de dire aussi que les bonnes propositions ne viennent pas souvent, ne viennent pas forcément de là où on attend toujours. Et Bassolé montre par là, effectivement, qu'en tant que général d'armée, il avait effectivement, il avait raison, et c'était une préoccupation qui correspondait aux exigences du terrain qu'il avait fait en son temps. Donc, il faut rendre justice au général Bassolé en disant qu'il a eu raison. Oui, à César, c'était à César. Voilà. Même si à l'époque, ça nous avait valu une volée de bois vert parce qu'on avait dit pourquoi on a mis Djibril à la une, pourquoi. Bon, bref, tout en fermant la parenthèse. Mais je reviens sur l'article 158 parce que quand vous dites, effectivement, il faut savoir qu'est-ce qu'on met dans l'état d'urgence là. Parce que souvent, ça peut même déborder sur l'état de siège, parce que l'état d'urgence, je crois que c'est la police et autres qui intervient, mais quand on est en l'état de siège, je crois que l'armée même intervient. Donc, effectivement, Bourema, vous avez raison, il faut savoir qu'est-ce qu'on va mettre dedans, qu'est-ce qui sera fait, parce que, bon, si on décrète l'état d'urgence comme ça, et puis, concrètement, bon, on ne va pas venir, bon, en fait, c'est une mesure... D'accord, mais sur le plan financier et économique, l'état d'urgence, ça coûte excessivement cher. On a vu avec ce qui s'est passé en France, plusieurs années d'état d'urgence et déjà les finances
en prenaient pour... Oui, oui, en France, ça a coûté, passez-moi l'expression, la peau des fesses au budget de l'État. Mais bon, je pense que en matière sécuritaire, il n'y a rien de plus cher. Et entre ça et puis les vies qu'on perd, je crois que le choix est assez clair. D'accord. Alors, le président du Faso aussi, vous l'avez évoqué entre-temps, a parlé donc du Front social. Et sur ce plan, il demande aux partenaires sociaux, il les invite en tout cas à une trêve. Et le Haut Conseil pour le dialogue engagé et le gouvernement également, donc pour prendre des dispositions, pour discuter avec les partenaires sociaux afin donc d'apporter des réponses aux préoccupations alors, des travailleurs dans les limites donc, des possibilités des ressources de l'État. Que pensez-vous donc de cette trêve annoncée ou en tout cas demandée par le président du Faso? Oui, je crois que c'est une main tendue, mais je crois aussi que là encore, on attendait que le président prenne en charge le problème lui-même. Parce qu'en fait, il a délégué le dialogue au Conseil pour le dialogue social. Or, le problème, c'est que le Haut Conseil pour le dialogue social a lui-même un problème de légitimité vis-à-vis de certains syndicats qui l'ont boycotté et qui ont refusé d'y participer. Alors, et compte tenu des exigences du contexte actuel, le président n'aurait pas dû sous-traiter le dialogue avec le Haut Conseil parce qu'il fallait effectivement que lui, du haut de sa légitimité, parce que c'est le président de tous les Burkinabés, et que le contexte exigeant effectivement qu'on parle à tous les Burkinabés qui ont des voix discordantes par rapport à la conduite des affaires publiques, dont les syndicats, qu'on puisse effectivement, qu'il puisse les appeler à lui pour qu'ensemble, ils puissent proposer un certain nombre de mesures et négocier la trêve, quitte à ce que le Haut Conseil pour le dialogue prenne la relève et parachève effectivement le dialogue et aboutit à des conclusions où effectivement chacune des parties pourra s'engager pour la suite. Mais je pense effectivement que si c'est le Haut Conseil qui doit engager le dialogue dès le départ, j'ai bien peur que les gens ne partent pas sur un esprit effectivement, parce que quand on doute déjà de celui qui vient, on estime qu'il n'est pas légitime. On a du mal, effectivement, à aller lui faire des propositions sérieuses. Et moi, j'ai bien peur, effectivement, qu'il soit un début de blocage pour ce dialogue-là. Ah oui, Dieudonné, qu'est-ce que vous pensez de... une trêve des confiseurs, voilà, pour un peu quand même, vu la conjoncture nationale et sécuritaire, le président du Faso a demandé cette trêve des confiseurs-là pour mettre balle à terre afin quand même de passer ce mauvais moment-là, avant de revenir à nos amours. Mais moi, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. C'est vrai que j'ai toujours déploré le fait que le président, au lieu d'être le dernier recours, est le premier recours. Quand on voit dans tous les dialogues, vous vous souviendrez qu'au moment du tango avec les financiers, finalement, il a fallu que le président du Faso fasse une sortie pour les dire de venir à la table pour qu'ils suspendent leur grève. Idem avec les transporteurs et même avec le syndicat des policiers. C'est dommage. C'est pour ça que je dis, un syndicat ne peut pas enjamber le ministère de tutelle et même le Premier ministre pour vouloir discuter directement avec le président qui est le dernier. Malheureusement, on en est là et là, il y a un problème. Mais je ne pense pas qu'il a délégué ça au Haut Conseil que ce Haut Conseil-là soit infirme dès le départ parce qu'il est un peu tétraplégique au départ parce qu'il y a eu une couche des syndicats qui l'ont boycotté. Oui. Ça, c'est un fait. Mais aujourd'hui, c'est une structure qui fonctionne tant bien que mal. Et le président ne peut que renvoyer ce dialogue-là à ce Haut Conseil, à M. Palme et puis ses collaborateurs. Donc, je crois que, bon, c'est bien visé. Maintenant, il faut savoir comment vraiment négocier ce dialogue-là pour vraiment calmer ce front social qui est tout le temps en ébullition et qui tire vraiment le Burkina vers le bas. Oui. Non, juste, c'est pour dire en fait que c'est des mesures exceptionnelles. On est dans une situation exceptionnelle qui exige des mesures exceptionnelles. Et la personne la mieux indiquée, effectivement, aujourd'hui, qui peut parler au Burkinabé sans qu'on ne pense au fait à un parti pris ou en tout cas à un jeu partisan, c'est le chef de l'État. C'est pas pour dire, en fait, c'est là où parce que les dialogues antérieurs ont montré effectivement qu'on finit par aboutir à lui. Et ça a le désavantage de discréditer les institutions. Ça abaisse la fonction présidentielle. Voilà. Si on discute avec le ministre, ça ne marche pas. On monte avec le Premier ministère, ça ne marche pas. Là, ça veut dire qu'on va jusqu'au président et que c'est lui qui a
le dialogue entre c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aux yeux des syndicats, si je peux parler au bon Dieu, pourquoi je parlerai à ces gens? Les syndicats disent qu'ils ne veulent même pas parler. Parce qu'on estime que les ministres, effectivement, n'ont pas de pouvoir de décision. Et quand ils viennent au dialogue, c'est pour sortir après pour aller dire qu'ils vont rendre compte. D'accord. Alors, on verra en tout cas comment le Haut Conseil pour le dialogue social va négocier en tout cas cette trêve avec les syndicats. Le président du Faso a également parlé de réduction du train de vie de l'État et de lutte contre la corruption. Alors, sur ce point, il annonce des mesures énergiques pour lutter contre le fléau Zoungrana. Oui, lutte contre la corruption, la fraude, le blanchiment de capitaux. Bon, j'espère qu'on va y aller vraiment et que ce ne sont pas des vœux pieux. Voilà, ça, parce que ça devient vraiment des marronniers. Dans notre langage de journaliste, ça veut dire que c'est des choses qui reviennent tout le temps, c'est des anciennes concérines, c'est la même chose. J'espère que ce n'est pas des vœux pieux et qu'on va y aller vraiment contre cette pieuvre-là qui vraiment gangrène notre économie. Donc, il a pris date. Bon, je crois déjà il y a certains... La SE fait du bon travail, je pense. Mais maintenant, il faut appliquer. Il y a trop de dénonciations. Même la presse d'investigation lève des lièvres. Donc, j'espère que c'est vraiment une bonne décision. Il faut maintenant la mettre en pratique. Oui. Non, la lutte contre la corruption, ce n'est pas un discours. C'est une volonté politique. C'est l'expression d'une volonté politique. La matière existe. On a l'autorité supérieure de contrôle d'État qui fait effectivement du très bon travail. On a la Cour des comptes qui fait du bon travail. Il y a les médias qui font effectivement du bon travail. Ce qui manque, c'est que tout ce travail-là finisse dans une impunité totale au point effectivement que les acteurs dénoncés narguent même ceux qui font le boulot. Et on a comme l'impression effectivement que dans ces pays, les gens n'ont plus honte. Personne, ça ne gêne plus les acteurs qu'on les traite de voleurs, qu'on mette sur la place publique les écarts qu'ils ont eu avec l'éthique du bien public. Les gens sont indexés, nommément ils sont connus, mais il n'y a rien, ils ne sont pas sanctionnés, bien au contraire, parfois ils ont des promotions. Donc ça donne l'impression effectivement qu'à la fin, le politique se fout, disons, excusez-moi, de la gueule du peuple. Parce qu'on ne peut pas dire au peuple qu'on lutte contre la corruption, et le peuple a des noms d'acteurs qui pèsent de sérieuses présomptions de corruption, et qu'il n'y a rien, même pas de sanctions administratives. Et ça pose un problème. Le seul cas qu'on nous brandit aujourd'hui, durant les 3 ans de mandat du président du Faso, c'est le secteur permanent des engagements nationaux. Oui. Il y a eu les financiers du CIAO aussi qui ont été jugés. Oui, ça c'est du menu fretin. Nous, ce qu'on dit, les cas sont, si on prend les rapports de l'ASE, et le plus grave, et quand le président évoque la question de la justice, le plus grave, c'est qu'il oublie tout le dossier des magistrats en délicatesse avec l'éthique et la déontologie, dénoncé dans la commission d'enquête mise en place par le CSM, qui par des subterfuges, des acteurs de justice... Non, attention. Là, les juges, les juges sont... On a dénoncé, les faits sont avérés, mais ils sont arrivés, par légalement encore, pour le dire, à retomber sur leurs pieds. Non, ils ne sont pas retombés. Non, la légalité aujourd'hui... C'est la même justice. On a discuté avec beaucoup d'experts, beaucoup de juristes qui ont dit, dans cette affaire, si les questions disciplinaires, si c'est le cas dont le ministre, le Conseil d'État a annulé la mise en place de la commission, si le ministère de la Justice veut, il peut engager les procédures disciplinaires. Parce que là, ça relève de ses compétences et il peut le faire. S'il ne le fait pas, ça montre qu'il n'y a pas une volonté politique, effectivement, d'assainir aussi le milieu. Et ça, c'est un fait. Sinon, vous savez on sait que c'est possible. Mais on sait aujourd'hui aussi que quand même, quoi qu'on dise aujourd'hui, la justice burkinabé n'a jamais été autant indépendante aussi. Ça, au moins, il y a quand même le cordon ombilical entre l'exécutif et la justice qui a quand même été coupé. Je ne parle pas de s'immiscer dans le fonctionnement de la justice. Je parle des aspects qui relèvent de la compétence du politique là vient où? De l'exécutif? Oui, moi je me contente juste des faits qui relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. D'accord. Alors, on a en même temps, ce soir même, cherché donc, à joindre certains partis politiques, en tout cas des représentants de partis politiques ou de formations politiques pour recueillir également leur point de vue, leur réaction sur ce discours du président du Faso, sur ce message du président du Faso à la nation. Je vous ai
vous invite donc à suivre deux personnes donc, du monde politique que nous avons pu avoir ce soir en interview. Il s'agit de Adama Serré, donc, qui est un représentant du CEFOP, et de Lassane Savadoro, donc, qui est le secrétaire exécutif du MPP. On les écoute et on réagit après. À chaud, pour tout dire par rapport au discours du chef de l'État que nous venons d'écouter, il faut dire que nous restons quand même un peu sur notre faim, parce qu'en dehors de l'état d'urgence qui a été déjà annoncé courant matinée, pas grand chose ne nous a été servi, sauf qu'il y a des engagements que le chef de l'État a pris pour initier des dialogues avec les partenaires sociaux. Et aussi, nous notons aussi qu'il a fait la promesse de lutter énergiquement contre la corruption. Nous disons donc à la bonne heure, parce que toutes ces sont des choses que l'opposition politique n'a eu de cesse de répéter. Et nous pensons que on peut qualifier cela de réveil, mais quand même un réveil timide. Voilà. On a l'impression que nous sommes un peu en retard sur les événements. Et nous pensons véritablement que, en tout cas, on s'attendait à des mesures plus hardies, en tout cas à des déclarations, à des actes qui fixait définitivement le cap. Mais bon, on va dire que c'est bon à prendre. Nous allons attendre donc le gouvernement sur le terrain de la matérialisation des promesses qui ont été faites aujourd'hui. Et nous allons donc aviser ce qui est sûr, l'opposition politique va rester vigilante. Et parce que, comme vous le savez, le Burkina Faso traverse une période très très difficile, non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan social. Et 2019 s'annonce véritablement comme une année déterminante pour le peuple. Donc l'opposition politique va rester assez vigilante par rapport à toutes les questions qui ont été énumérées. Pour le présent message, vous constaterez que le président n'a pas voulu faire un tour d'horizon de l'ensemble des différents secteurs de la vie nationale. Il a choisi des sujets qui constituent des sources de préoccupation à l'heure actuelle pour le Burkina Faso et pour les populations burkinabées. C'est le cas notamment de la lutte contre l'insécurité qui est là, et les différents événements de Toini qui sont produits le 27 décembre dernier témoignent, s'il en était encore besoin, de l'acuité de cette question sécuritaire. Il a parlé également du Front social qui a connu une ébullition en 2018 et pour lesquels il y a des engagements nouveaux qui doivent être pris pour permettre à notre pays de pouvoir vivre dans la stabilité et réunir les conditions pour son émergence économique. Je retiens notamment l'appel fort qu'il a lancé pour une trêve sociale et le fait d'engager le Haut Conseil pour le dialogue national et le gouvernement à nouer le dialogue avec les forces sociales pour trouver des solutions aux différentes préoccupations du monde du travail. Donc, en gros, je pense que c'était un bon discours qui donne vraiment une certaine image du Burkina Faso et qui situe les priorités actuelles de notre pays et les challenges pour l'année 2019. Voilà, un bon discours pour Lassane Savadoro, donc du MPP. Alors, Adama Serré du CEFOP reste sur sa faim. Vos réactions par rapport à ces deux discours? Oui, Bourema. Oui, on a l'opposition, on a la majorité. L'opposition s'oppose, la majorité applaudit. Puisqu'il s'agit du président du PASO, le secrétaire exécutif du MPP ne pouvait qu'applaudir. On ne s'attendait pas à un discours différent de ce qu'il a dit. On ne s'attendait pas non plus à ce que l'opposition applaudisse, parce que dans tous les cas, quel que soit le discours qu'il aurait fait, il fallait quand même qu'en tant qu'opposant, et c'est comme au Burkina, en tant qu'opposant, il faut toujours trouver quelque chose à dire qu'on est contre. Donc il fallait effectivement dire, il est resté sur sa fin. Mais au fond, si je dois analyser les deux discours, je crois que celui qui est le plus proche de ce que moi je pense, c'est celui de l'opposition. Parce qu'effectivement, comme lui, je suis resté un peu sur ma faim, sur beaucoup de questions, parce que je m'attendais à des engagements forts, à des décisions fortes. Peut-être que, comme il a annoncé certaines choses, les décisions vont intervenir dans quelques jours. Mais j'ai bien peur que, passé le discours, les décisions ne suivent pas. Voilà. Oui, bon, moi je ne fais pas faire de préjugés. Effectivement, on a écouté les deux.
Bon, l'autre a parlé de cap. Bon, le cap auquel il s'attendait, le représentant du CEFOP et celui du MPP, bon, lui, il s'est accommodé de ce discours. Moi, je pense qu'effectivement, si on fait la synthèse des deux, effectivement, 36 mois d'exercice du pouvoir et puis une copie sur laquelle le présimètre a apposé la note de 4,9 sur 10, n'était justement les incertitudes, justement, liées à l'insécurité et puis au front social. Mais je crois que, tant bien que mal, à écouter ce discours, c'est vrai que les gens peut-être s'attendaient à des annonces. Bon, ça n'a pas été fait, mais je retiens quand même que le discours, après ce discours, que le président du Faso a affirmé qu'il reste le maître des horloges et il a mis le cap, en tout cas, sur 2 grands projets, c'est la lutte contre l'insécurité et puis quand même que le front social se calme. Même malgré ce front social, le taux de croissance est autour de 6%, comme l'an passé, et il demande à être amélioré. Donc, moi, je retiens qu'il affirme le fait qu'il reste, en tout cas, le maître des horloges au Burkina Faso. D'accord. Alors, dernière question, hein, vous êtes optimiste pour 2019. On va vous permettre de continuer. Oui, Zoungrana. Optimiste, je ne peux pas, parce que tout est tellement volatile en politique, en sociaux, et vu l'existant au Burkina, je ne peux être qu'optimiste parce que je ne vais pas tomber dans la sinistrose. Bon, sous réserve, effectivement, que quand même il y ait des recadrages. Bon, on attend aussi de voir, parce que peut-être avant de basculer, il a parlé par exemple du référendum du 24 mars pour basculer dans la 6e République, dans la 5e République, je suis en avant. Donc peut-être qu'il faut attendre aussi. Est-ce qu'il y aura un recadrage, un remaniement, un gouvernement de guerre qui va venir? Est-ce que la communication gouvernementale et autres va vraiment être plus puissante? Bon, j'attends de voir, mais bon, je ne peux être qu'optimiste sous réserve de voir les actions qui vont être posées parce que tout est vraiment volatile et vu l'existant aujourd'hui, on ne peut rien présager. D'accord, oui. Oui, au regard de la situation et quand on écoute les sentiments généraux chez beaucoup de Burkinabés, il y a plus de peur, en tout cas il y a plus de sentiments de crainte par rapport à 2019 que d'optimisme. Et pour beaucoup de raisons, notamment les questions sécuritaires, mais également aussi l'inefficacité des politiques publiques en matière de lutte contre la corruption, en matière aussi d'assainissement des secteurs clés de l'administration publique et aussi d'efforts en termes aussi au niveau de la justice, tout ça. Parce qu'il y a au Burkina Faso un gros niage si l'ensemble du pays qui tourne autour des questions clés de la sécurité, de la justice, mais aussi des conditions de vie et de travail des Burkinabés. Et ça, effectivement, si avec les frondes qui s'annoncent, parce que quand vous lisez, ces derniers temps on lisait, quand on lit que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau même de la communication, parce que j'ai vu aussi la déclaration du Synatic cet après-midi, au niveau de plein de secteurs, il y a effectivement des menaces à peine voilées, effectivement, des reprises des remous qu'on a connus en 2019. Mais est-ce que vous pensez, comme Dieudonné, qu'il faut peut-être un gouvernement plus dynamique? Ça, c'est les prérogatives du président de façon. Peut-être qu'il y aura le remaniement, peut-être qu'il n'y aura pas de remaniement. Ça, c'est les prérogatives régaliennes du locataire. On ne va pas renier ce qu'on a toujours dit par rapport à ce gouvernement. Je répète, ma conviction, c'est que ce gouvernement n'est pas à la hauteur. Et si le président veut relever les défis du Burkina aujourd'hui, il n'a d'autre choix que mettre à la touche un certain nombre de ministres, effectivement, qui ne sont pas à la hauteur des défis du moment. Et ça, effectivement, c'est un constat que nous le faisons. Nous réitérons en tout cas nos positions par rapport à cette question. Il y a certains ministres qui flottent véritablement à leur poste et il faut faire mieux parce que le Burkina a des compétences effectivement pour assurer ces questions. Il faut faire appel aux compétences sans tenir compte aussi des appartenances politiques. Parce que c'est tous pour le Burkina que nous nous battons et c'est pour le Burkina que ces acteurs-là viendront travailler. Voilà. Ok, en tout cas, merci à tous pour vos différentes contributions, pour vos analyses, hein, donc pour ce message du président du Faso donc, qui vient d'être livré ce soir. Merci à vous qui nous avez suivis. Restez en compagnie des programmes de la télévision du Burkina Faso. Alors, le magazine des sports, c'est pour tout à l'heure. Restez